Le frère Frédéric C. m'a transmis un souvenir de famille. Une photo où l'on voit une nuée de canaris immortalisée dans le grand temple Groussier rue Cadet à Paris. Il devait s'agir de la première séance plénière du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France en 1979. On voit d'ailleurs que les costumes sont d'époque. On y reconnaît notamment à l'avant-plan Roger Leray, grand maître, Jacques Mitterrand, qui n'avait aucun lien de parenté avec François Mitterrand, je le précise, et l'historien Paul Gourdeau. Roger Leray venait de succéder à Michel Barouin. Oui, Michel Barouin, le père de François Barouin, à la grande maîtrise du Grand Orient de France. C'est la raison pour laquelle Michel Barouin n'est pas sur la photo, puisqu'il était descendu de charge. Il faut se représenter ce qu'avait été l'élection du jeune Michel Barouin à la tête de l'obédience. Cet ancien commissaire à la DST, puis sous-préfet et enfin président de la GMF, avait succédé en 1977 à Serge Béard à la tête du Grand Orient. Michel Barouin avait annoncé la couleur dès son entrée en fonction, déclarant qu'il n'était pas un homme politique et que le Grand Orient ne devait subir l'influence d'aucun parti, d'aucun groupement, d'aucun homme politique. Vous imaginez l'ambiance. Pourtant, Barouin ne dissimulait pas ses amitiés. C'était un proche d'Edgar Faure dont il fut le collaborateur. Il était également lié à Eugène Chambon de la Grande Loge nationale française, qui s'appliquait, par la fraternelle du Carrefour de l'Amitié, à mettre en relation des maçons radicalisants et gaullistes. Barouin était également un ami personnel de Jacques Chirac. Il devait certainement savoir que ses fréquentations agaçaient certains dignitaires de la rue Cadet. Il n'est d'ailleurs pas incongru de penser que cela l'amusait de bousculer ainsi les habitudes des anciens. Barouin, sémillant quadragénaire, avait bénéficié de la division persistante des socialistes au sein du Grand Orient, ce qui lui avait permis de s'imposer à la surprise générale. Il s'était allié au docteur Edmond Corcos, socialiste proche de Michel Rocard, lui-même poussé par Fred Zeller, l'ancien trotskiste. C'était, paraît-il, un équipage des plus curieux. Bien que la photographie ne le montre pas, l'atmosphère était alors à la reprise en main du Grand Orient par l'aile gauche du Conseil de l'Ordre, composée de socialistes de la tendance mitterrandiste. Il faut se rappeler du contexte. En 1979-1980, on s'acheminait péniblement vers la fin du septennat de M. Valéry Giscard d'Estaing, sur fond de diamants centrafricains, d'avions renifleurs et de ministres suicidés de 2 balles dans la tête. La monarchie giscardienne n'était pas encore contrariée. Le chef de l'État courtisait d'ailleurs ostensiblement la franc-maçonnerie. Tantôt Giscard jetait son dévolu sur la Grande Loge de France, il avait ainsi fait savoir qu'il était prêt à se faire initier, mais à des conditions finalement jugées inacceptables. Tantôt Giscard donnait des signes au Grand Orient en acceptant par exemple de recevoir Roger Leray à l'Élysée. Cette période était aussi celle de l'union de la gauche, des grandes espérances, de l'attente des lendemains qui chantent et des mesures censées changer la vie. Au Grand Orient, certains avaient fait ce choix en faveur de la gauche, tandis que d'autres, au contraire, plus à droite ou plus modérés, gaullistes ou radicaux, pas forcément minoritaires en tout cas, redoutaient de voir l'arrivée des communistes au pouvoir. Au Grand Orient de France, Roger Leray, accompagné de Jacques Mitterrand, œuvrait activement en faveur d'une accentuation de la politisation de l'obédience. Il voulait tirer un trait sur la parenthèse Barouin et souhaitait une relance de l'extériorisation amorcée par les grands maîtres Anxionaz, Mitterrand et Zeller à la croisée des années 60 et 70. L'année 1980 fut donc celle des colloques organisés par le Conseil de l'Ordre à Cannes, Bourges ou Paris sur les problèmes de l'énergie, la laïcité, le travail et le chômage. Parmi les conseillers de l'Ordre, il y avait Pierre C., que j'ai eu la joie de connaître dans les années 90 lorsque j'étais un tout jeune franc-maçon. J'aimais discuter avec lui, parce qu'il n'hésitait pas à bousculer les brontosaures locaux. Il ne se la jouait pas, vieux sage, qui murmure de façon sibylline les yeux fermés « Médite et tu comprendras ». Il avait ce côté gentiment provocateur et irrévérencieux qui le rendait immédiatement sympathique. Son passage au Conseil de l'Ordre l'avait en quelque sorte prémuni des attaques de quelques aigris du cru. Je me rappelle ainsi d'un frère qui m'avait glissé à l'oreille sur le ton de la plaisanterie « Hé, psst, fais gaffe, il est au RPR ». Pierre était aussi un ami de Michel Barouin disparu accidentellement en 1987. Je me souviens qu'il m'avait parlé un peu de son expérience au Conseil de l'Ordre, mais sans trop entrer dans les détails, de peur peut-être de briser les illusions du jeune maçon que j'étais. Il est seul sur la photo qui ne fixe pas du tout l'objectif. Son regard semble attiré par quelque chose d'autre. Son fils Frédéric a l'impression qu'il se marre. C'est fort possible. Moi, en 1979-1980, j'avais 7 ans, l'âge de raison. Je regardais à la télévision L'île aux enfants et Les visiteurs du mercredi. En ce temps, il suffisait de me donner un bâton pour qu'il devienne dans mes mains une épée, une canne, une baguette magique. J'étais loin, très loin de ces messieurs graves que l'on voit sur la photo. Cette année-là, la disparition brutale de mon grand-père maternel m'avait juste fait prendre conscience que l'homme était mortel et qu'il n'y avait malheureusement aucun échappatoire à ce scandale.